Oui, bonjour, docteur No. J'ai le plaisir qu'on se connaisse déjà parce qu'on s'était croisés pendant ta période en France. Aujourd'hui, merci d'accepter de répondre à une interview de quelques minutes concernant le système de soins spécifique au Canada et au Québec euh, et le comparer hein, au système français. Enfin, nous, on a besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans les pays voisins, et donc c'est pour ça que on s'adresse à nos amis et à nos pays, aux pays amis. Donc merci. Alors la première chose, ça serait de te présenter, de nous parler de ton parcours de formation qui t'a amené à être la cardiologue renommée que tu es maintenant en rythmologie au Québec. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de l'invitation à discuter ensemble justement de nos pratiques qui sont un peu différentes au Québec et puis au Canada par rapport à la France. Alors, moi, j'ai fait mes études de médecine au Canada pour ensuite faire ma formation spécialisée, mon fellowship en arythmie en France à Bordeaux et ensuite de ça revenir au Canada pour établir ma pratique professionnelle. Je travaille dans la ville de Québec à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec depuis 2009 déjà, donc ça fait quand même plusieurs années. Je suis électrophysiologiste ici et puis depuis les dernières, maintenant les dernières les 3 dernières années, en fait, je suis chef de service de cardiologie ici à mon hôpital. Bon, et donc tu as la casquette donc administrative et rythmologique. Tout Donc à c'est fait. parfait, c'est exactement ce qu'on cherche et on a de la chance. Alors première question, bon d'abord est-ce que Canada, Québec, il y a des différences ou le Québec c'est comme partout dans le Canada? Ben, il y a des petites différences. En fait, au Canada, ce qui est uniforme, c'est le système de santé qui est universel. En fait, c'est le système de santé qui est public. Il n'y a pas d'hôpitaux, d'entités privées. Il y a des cliniques privées où est-ce que les gens peuvent aller consulter en ambulatoire, mais des hôpitaux et puis euh, des institutions privées, ça n'existe pas. Le système de santé est universel à travers tout le Canada. Par contre, en fonction des différentes provinces, c'est là où il va y avoir des différences parce que chaque province va réglementer la pratique de sa médecine de la médecine sur sa géographie, va délivrer le permis de pratique de médecin et puis va s'occuper de l'organisation des soins à l'intérieur de sa géographie. Donc, l'organisation est provinciale. Il peut y avoir des petites différences d'une province à l'autre, mais ça se ressemble quand même beaucoup en termes là, des hôpitaux et puis de la façon dont les gens travaillent à travers le Canada. En France, on a CHU, CH, on a également les ESPIC, c'est-à-dire des hôpitaux à but enfin, c'est les centres hospitaliers euh, dits à but non lucratif, voilà, les ESPIC, et puis on a les cliniques privées. Donc vous n'avez pas de clinique privée, c'est ça, hein? Exactement. Ce qui peut être perçu, il va y avoir des cliniques privées, par exemple, comme en esthétique, peut-être, il va y avoir des suites opératoires privées, par exemple en orthopédie à certains endroits, mais ça reste marginal, ça reste dans les grands centres. Et puis définitivement, en cardiologie, il n'y a pas d'intervention invasive qui se fait au privé au Québec ni au Canada. Disons que je trouve peut-être ça plus cohérent dans la mesure où nous, ce qu'on appelle privé, c'est quand même financé par le système public, pour la plupart, hein, sauf des exceptions. Et effectivement, donc vous avez mis tout à plat. Enfin, je ne sais pas à quel moment vous avez fait ça, mais vous avez dit, voilà, à partir du moment où il y a un payeur, bah, voilà, tout le monde est public, en fait, hein, c'est ça. Exactement. Et puis, en fait, le système de santé, c'est une dépense pour le gouvernement chez nous. Et puis, pour personne, ce n'est une activité. Il n'y a pas d'entreprise, si on veut, qui va avoir une Ouais. pour laquelle le système va être lucratif. On te demandera à la fin les rémunérations, comment ça se passe, si c'est au forfait, si c'est Mhm. salarié, si c'est à l'acte. Bon. Avant d'arriver sur ces points-là,
On voulait savoir comment ça fonctionnait en termes de maillage et surtout en termes de parcours de soins. C'est-à-dire que, bon, nous, on a des cabinets de consultation en ville, et puis ils adressent aux médecins dans les hôpitaux, dans les cliniques, ils choisissent. Vous, est-ce que vous avez des cabinets de consultation? Est-ce que vous avez des centres médicaux? Comment ça se passe? Comment c'est maillé? Et quel est le parcours de soins? Si on doit, par exemple, adresser une ablation d'FA ou une insuffisance cardiaque. Euh, souvent, les gens vont consulter en première ligne, soit leur médecin de famille, soit leur infirmière praticienne spécialisée. Et puis, eux peuvent référer directement en cardiologie. Il n'y a pas le système aussi bien structuré ici au Canada par rapport à la France, là, où est-ce qu'il va y avoir, je sais en France, là, des gens qui vont travailler exclusivement en cabinet et puis qui vont référer en source spécialisée. On fait un petit peu toute l'échelle de cette... on couvre un peu tout l'éventail de ces soins-là, nous, ici. Puis je vous dirais que c'est un petit peu par organisation, mais aussi par manque de ressources. Il n'y a pas suffisamment de cardiologues pour qu'il y en ait qui aillent s'installer en cabinet et puis d'autres qui aillent travailler en hôpitaux. Alors, la charge de travail revient beaucoup aux gens en hôpitaux. On fait autant de la première ligne, en ce sens, la prise en charge de la fibrillation auriculaire du début jusqu'à la référence pour l'ablation. Il va y avoir déjà des cardiologues qui vont travailler dans d'autres hôpitaux où il n'y a pas d'électrophysiologie qui vont nous référer des patients. Il va y avoir des internistes qui vont travailler en région, dans des régions où il n'y a pas de cardiologue qui vont nous référer des patients. Il va même avoir des médecins de famille qui vont nous référer des patients. Donc, c'est un petit peu un mélange là, de tout ça qui va faire qui va nous amener notre patientèle ici à l'Institut et puis en électrophysiologie, si on veut. On va faire un peu de cardiologie primaire, beaucoup de cardiologie secondaire, tertiaire là, en arythmie. Et les cabinets de consultation, juste, donc, il y en a quand même, donc vous en avez très peu, si j'ai bien compris. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, surtout dans les grands centres. Par contre, ils ne suffisent pas à assurer entièrement la première ligne là, de consultation. Et vous aidez des infirmières spécialisées, tu as dit, des infirmières spécialisées qui font de la consultation? Elles sont habilitées à faire de la consultation de cardiologie ou générale? Il y a différents types d'infirmières spécialisées. On en a en cardiologie. Il y en a en première ligne aussi. Alors, dépendamment du parcours qu'elles ont suivi, de la formation qu'elles ont suivie, elles sont habilitées à envoyer des consultations en cardiologie. D'accord, d'accord. Donc, des vraies consultations de cardiologie, c'est pas juste, nous, on a des infirmières, par exemple, en pratique avancée pour l'insuffisance cardiaque. C'est que les maladies chroniques uniquement. Là, elle peut recevoir quelqu'un qui a une fibrillation auriculaire, qui a des extrasystole ventriculaires, gérées et adressées, et elle aura un statut comme le médecin. Enfin, c'est ça qui est un petit peu qui interroge un peu. Oui, effectivement, je vous dirais que souvent, les infirmières qui travaillent en première ligne vont avoir vraiment un créneau, là, première ligne. Ils vont traiter l'hypertension, ils vont traiter les facteurs de risque, ils vont traiter les différentes infections ou les infections mineures, des choses comme ça. On va avoir aussi, par contre, des infirmières praticiennes qui sont en cardiologie, qui vont effectivement s'occuper de l'insuffisance cardiaque, on va en avoir aussi qui vont faire davantage du post-op de chirurgie cardiaque. Donc, dépendamment de leur parcours, il est possible que ces infirmières-là réfèrent en cardiologie un patient pour consultation. Le patient qui fait de la fibrillation auriculaire, c'est sûr que c'est un petit peu flou peut-être, là, ce que je décris là, c'est parce qu'il peut arriver à nous par différents chemins. C'est souvent un cardiologue qui va nous le référer, un cardiologue d'un centre où il n'y a pas d'ablation de fibrillation auriculaire, où il n'y a pas d'électrophysiologie qui va nous le référer. Ce cardiologue-là peut travailler en milieu académique ou peut travailler en cabinet, mais la plupart des cardiologues au Québec vont être attachés à un hôpital. C'est la minorité qui vont avoir une pratique exclusive en cabinet, en ambulatoire. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu de tout dans le fond chez nous, mais la pratique en cabinet n'est pas la majorité de nos références. D'accord. Alors, l'autre sujet, c'était comment sont organisés les services. Chez nous,
service, chef de service, chef de pôle. Il y a des services et il y a des pôles, et puis au-dessus, il y a la direction. Comment ça se passe chez vous dans les hôpitaux? Vous avez des pôles? Alors, chez nous, on a un changement de système important, puis ce changement-là s'applique au Québec. Auparavant, c'était tout le système de santé était chapeauté par le ministère de la Santé au gouvernement. Et puis, depuis décembre cette année, ils ont créé une entité qui s'appelle Santé Québec, qui est une agence gouvernementale, mais qui n'est pas un ministère. Alors, puis qui s'occupe de l'organisation des soins de santé. Les soins de santé, donc, on a Santé Québec. Santé Québec attribue les budgets. Santé Québec et la gouvernance centralisée, si on veut, pour tout le système. Et puis ensuite de ça, bien, on est séparé par géographie puis par attachement universitaire. Donc, il va y avoir différentes régions qui vont être regroupées à l'intérieur de ce que vous appelez un pôle, ce que nous, on appelle une région universitaire ou un RUIS. Et puis, on va avoir aussi, pour ce qui est de la médecine spécialisée, pour ce qui est de la cardiologie, eh bien, l'attachement à une entité hospitalière. L'électrophysiologie se fait uniquement dans des centres hospitaliers universitaires au Québec, même au Canada, se fait uniquement dans des centres académiques. Donc, les centres, il y a différents, j'essaie de mettre ça assez clair, là, mais il y a les CHU. Donc, par exemple, à Montréal, il va y avoir le CHU qui va avoir un service d'électrophysiologie, puis il va y avoir aussi l'Institut de cardiologie, puis il va y avoir aussi le réseau anglophone. Donc, il y a différents pôles de services, il y a différents hôpitaux qui vont offrir les services en électrophysiologie. À Québec, nous, on a l'Institut de cardiologie à Québec, et puis le CHU, qui est une entité différente. Puis l'électrophysiologie n'est présente qu'à l'Institut. Il n'y a pas de salle d'électrophysiologie au CHU. Et puis la gouvernance de l'Institut est à l'intérieur de notre établissement. Donc, ensuite de ça, à l'intérieur de l'établissement, bien, il y a le service de cardiologie. Et puis, à l'intérieur du service de cardiologie, il y a le secteur d'électrophysiologie, là, où nous, on est 10 pour la ville de... On est 11 maintenant pour la ville de Québec. Et donc, à l'intérieur de ton hôpital, donc j'ai compris, il y a des groupements hospitaliers de territoire, un peu comme chez nous. Oui. Le gouvernement, bon, au lieu d'appeler ça le ministère de la Santé, il l'a appelé différemment. Mais à l'intérieur des hôpitaux, nous, il y a pôle et pour la gouvernance, et puis service. Donc, vous avez pôle aussi, enfin quelque chose qui regroupe des services. On a le département multidisciplinaire de cardiologie et de chirurgie cardiaque qui regroupe tous les cardiologues et les chirurgiens cardiaques de l'hôpital. À l'intérieur de ce département-là, il y a le service de cardiologie, il y a le service de chirurgie cardiaque. Et à l'intérieur du service de cardiologie, il y a le secteur d'électrophysiologie, il y a le secteur d'intervention, d'échographie, de réadaptation, de congénital adulte, d'imagerie et d'insuffisance cardiaque. C'est une logique service sous service. Mais nous, on a autre chose. Nous, on a des pôles neurocardio ou toute la médecine ou toute la chirurgie. Voilà, il y a quelqu'un qui est responsable de toute la chirurgie. Ça, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas des... Non, on n'a pas ça. En fait, puis ça tient principalement aussi du fait, je sais que dans d'autres hôpitaux, ils vont avoir, par exemple, le département de médecine puis le département de chirurgie. Nous, dans notre institut, on est quand même limité en termes d'activité parce qu'on est spécialisé en cardiologie. Donc, tu fais de la cardiologie, de la pneumologie, de la chirurgie bariatrique, de la chirurgie cardiaque, mais il se fait pas, par exemple, on n'a pas de neurologue chez nous, on n'a pas d'urologue, on n'a pas d'ORL, on a de la consultation en examen, mais on n'a pas toutes ces spécialités-là qui sont présentes chez nous. Donc, je pense que c'est un petit peu ce qui explique le fait qu'on n'a pas ces pôles-là qui regroupent. Un gros centre cardiologique, donc tout est... Ok, c'est logique, mais dans les centres qui ne sont pas aussi gros, où c'est un vrai hôpital avec multiples services de médecine, endocrino, rhumato, etc., il peut y avoir un département de médecine, c'est possible. Exactement. Donc, oui. ça devient, donc c'est la logique des pôles de chez nous, d'accord. Et là, dans ce cas-là,
c'est le leader, c'est un médecin? Oui, C'est un oui. médecin qui est responsable donc c'est une logique de pôle aussi. D'accord. C'était, même si ça ne s'appelle pas pareil. Autre question, ça concerne le parcours la permanence des soins. Comment ça se passe, la permanence des soins, en musique? Est-ce que vous avez des gardes, doublées? Est-ce que vous avez, des astreintes opérationnelles, des astreintes de sécurité? Comment enfin, est-ce qu'il y a une participation des médecins de ville? Comment ça se passe? Premièrement, juste pour être certaine, l'USIC, c'est l'unité des soins intensifs coronariens? Oui, oui. D'accord. Cardiaque, pas corné on a un cardiaque. Donc Cardiaque. ouais, cardiaque, il y a D'accord, aussi dedans. d'accord. Alors, nous, on a une structure de garde. On a l'unité coronarienne qui est médicale, si on veut, puis on a les soins intensifs de chirurgie cardiaque. Les soins intensifs de chirurgie cardiaque sont organisés un peu différemment parce qu'on a des intensivistes qui offrent une couverture 24 heures sur 24 en présence à l'hôpital pour les soins intensifs de chirurgie cardiaque. Ces intensivistes-là ont une formation spécialisée en soins intensifs et puis peuvent être cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes, pneumologues, donc peuvent avoir leur formation de base et n'est pas nécessairement d'être un cardiologue. Alors, on a cette organisation-là pour les soins intensifs de chirurgie cardiaque. Pour ce qui est de l'unité coronarienne, c'est toujours un cardiologue qui est responsable de l'unité coronarienne. Un cardiologue, on tend de plus en plus pour avoir des cardiologues qui ont une formation spécialisée en soins intensifs, mais on en a plusieurs qui n'en ont pas, qui vont être des interventionnels, qui vont être des électrophysiologistes, qui vont être des gens avec des spécialisations en insuffisance cardiaque, qui ont un intérêt marqué pour les soins critiques, mais qui n'ont pas nécessairement de formation spécialisée en soins intensifs, outre leur formation de cardiologie. Ces gens-là vont s'occuper de l'unité durant toute la semaine et puis vont être d'astreinte toute la semaine, mais ne seront pas présents à l'hôpital 24 heures sur 24 pendant toute la semaine, évidemment. On va avoir un système de garde sur appel et puis on a ici à l'hôpital des résidents en cardiologie qui assurent une garde en établissement et qui nous appellent au besoin. Alors, les résidents de cardiologie, on est résident en cardiologie à partir de notre 4e année de résidence. Donc, les gens ont fait leurs études de médecine. Ensuite de ça, on fait 3 ans de tronc commun de résidence en cardiologie, en médecine interne, pour ensuite de ça se rendre à la résidence de cardiologie. Ils font 3 ans de résidence en cardiologie. Au terme de leur résidence en cardiologie, quand ils sont rendus là, à leur 6e année, ils sont quand même très... ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'habiletés. Ça se compare presque à ce que vous appelez chez vous le chef de clinique. Alors, ces gens, on a des résidents qui sont de garde à l'hôpital 24 heures sur 24, donc qui sont présents ici sur place, qui assurent la première ligne de garde et avec le cardiologue responsable de l'unité coronarienne qui est sur appel aux besoins. D'accord. Concernant justement la formation, donc la cardiologie générale, alors j'ai compris, il y a 4e année ou 4e semestre, c'est la 4e année qu'ils sont cardiologues. Enfin, la question c'est, pour être cardiologue généraliste et ensuite pour faire une surspécialité, comment ça se fonctionne chez vous? Pour être cardiologue généraliste, puis là, si je peux juste revenir à la question précédente, en fait, moi, je vous explique comment ça fonctionne dans mon centre, mais il y a dans plusieurs centres où il n'y a pas de résident en cardiologie et où est-ce que l'unité coronarienne va être couverte par le cardiologue qui va être de garde. Il va avoir une couverture intra-hospitalière qui dépend de chaque hôpital. Donc, si c'est en région, des fois, ça peut être l'urgentologue qui peut couvrir advenant un arrêt cardio-respiratoire dans l'établissement. Et puis, dans d'autres endroits, ça peut être le système de garde en médecine interne avec les résidents en médecine interne. Donc, chaque établissement va établir sa structure de garde en fonction des ressources qu'il a disponibles. Alors, il n'y a pas des résidents en cardiologie dans tous les Oui, hôpitaux. je disais que vous étiez particulièrement gâté, ouais. Vous êtes un grand centre pour ça. Oui, tout à fait. Et puis, la formation, eh bien, on entre à l'université
en médecine. On fait le cursus initial en 2 ou 3 ans, et puis on fait 2 ans de ce qu'on appelle externat, qui est une rotation de différents stages généraux qui vont de la chirurgie à l'obstétrique, à la psychiatrie, à la médecine. Donc, pendant 2 ans, on tourne en clinique en faisant différents stages. Et puis, au terme de ce 4 à 5 années-là, eh bien, c'est là où on a le diplôme de médecin, mais pour pratiquer la médecine, il faut ensuite faire une résidence soit en médecine familiale ou en spécialité. Donc, quand on se dirige vers la cardiologie, eh bien, on fait d'abord les 3 ans de tronc commun en médecine interne, puis au terme de ces 3 ans-là, eh bien, c'est la résidence de cardiologie qui dure 3 ans aussi. Ah, 6 ans, d'accord. Alors, c'est 6 ans total après avoir fait le 4 à 5 ans là, qui amène au diplôme de médecine. Et puis, ce qui va certifier, si on veut, la formation. La formation est donnée par les hôpitaux, par les universités. Et puis, l'examen sanctionnel à la fin du parcours, c'est un examen qui est commun à travers tout le Canada, qui est délivré par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. D'accord. Et pour être rythmologue, du coup, après? Après, pour être rythmologue, ben, il faut faire une spécialisation supplémentaire, normalement de 2 ans. La plupart des centres, en fait, tous les centres qui offrent la rythmologie sont des centres académiques, et puis la majorité vont exiger une formation à l'étranger ou à l'extérieur du centre où est-ce qu'on a été formé, dans une technique ou comme par exemple en génétique ou en ablation ou en stimulation, ou avec une expertise de pointe de 2 ans minimum. D'accord. Alors ensuite, sujet que on voulait aborder, c'était le mode de rémunération. Vous, est-ce que vous êtes salarié ou vous êtes payé à l'acte? Comment ça se passe? La plupart des cardiologues sont payés à l'acte au Canada et au Québec. Il y a 2 modes de rémunération pour les médecins spécialistes au Québec, soit la rémunération à l'acte ou ce qu'on appelle la rémunération mixte. La rémunération mixte, c'est on a un per diem, et puis en fonction du nombre d'actes faits ou du nombre de patients vus durant cette période-là qui est couverte par le per diem, ben, il va avoir une rémunération supplémentaire à l'acte. La rémunération mixte est surtout faite pour les gens qui vont suivre des clientèles particulières un peu plus lourdes, qui vont avoir peut-être un moins grand volume, si on veut, de consultations, mais des patients qui vont nécessiter davantage de temps. La plupart des rythmologues ne sont pas en rémunération mixte, mais sont plutôt en rémunération à l'acte. Et alors, un cardiologue plein temps, un rythmologue plein temps, et après on parlera de combien sont rémunérés les gardes. C'est un peu sans garde, c'est quel environ quel honoraire mensuel ou annuel, pour avoir une idée, pour comparer à la France? Oui, mais en fait, je peux vous sortir, il y a plusieurs chiffres, puis ça devient difficile de distinguer tout ça. Puis nous, on inclut la garde dans la rémunération totale, et puis je ne peux pas distinguer ce qui est sans ou avec, parce que tout le monde contribue à la garde, si on veut. Donc, le salaire moyen d'un cardiologue au Québec, puis ça, c'est avant taxe, avant impôt, là, c'est la rémunération brute, et d'environ 360 000 € annuellement. D'accord. Et ça, c'est le cardiologue généraliste, enfin, cardiologue non spécialisé, ou c'est cardiologue avec surspécialité aussi, coronagraphiste ou rythmologue, c'est pareil? C'est la moyenne de tous les cardiologues. Oui. C'est la moyenne du cardiologue qui fait pas de... En Ça, fait, c'est c'est une rare un cardiologue au Québec qui ne fait pas de technique. Donc, les cardiologues vont être soit échographistes, soit coronarographistes, soit électrophysiologistes, soit intensivistes. Il va presque toujours avoir quelque chose. Et puis, le cardiologue général va faire quand même de l'échographie, va faire parfois aussi
l'implantation de cardiostimulateurs. Donc, d'avoir une pratique exclusive en cabinet qui n'inclut aucune technique, aucun plateau technique, c'est excessivement rare au Québec. C'est pour ça que ça, c'est un salaire moyen qui inclut oui, ceux qui font des techniques, ceux qui n'en font pas, mais la grande majorité des gens font quand même des techniques. Ouais, technique, mais en France, les techniques ne sont pas payées de la même façon pour l'imagerie et pour, par exemple, la coronographie ou les actes interventionnels. Je pense que ça doit être pareil, il doit y avoir une différence quand même. Tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est sûr que quand on regarde, si on regardait individuellement, mais je n'ai pas les moyennes pour les interventionnistes puis les électrophysiologistes comparativement aux échographistes et puis aux gens qui font de l'insuffisance cardiaque, mais c'est sûr que les moyennes sont plus élevées en intervention, en électrophie, par exemple, comparativement à ceux qui n'en font pas. Mais là, ça devient difficile de donner des chiffres parce que le cardiologue qui travaille en hôpital semi-urbain ou en région, si on veut, qui fait beaucoup d'échographie, qui suit des cardiostimulateurs, qui suit des prothèses, qui fait un peu de tout, peut avoir quand même une rémunération qui est comparable pratiquement à ce qu'un cardiologue qui fait des techniques, qui travaille en centre académique fait aussi. Il y a une question qui est posée donc, par le docteur Catan, qu'on remercie d'avoir organisé cette réunion. Parmi les questions concernant les tarifs, c'était aussi, c'est important pour nous de savoir, une consultation de cardiologie, peut-être il y a des petites variantes, hein, si c'est une première, en gros une consultation, un échographie cardiaque, un Holter, une angioplastie, une ablation des phases. Est-ce que tu connais les tarifs? Peut-être que tu ne connais pas tout le monde, mais ceux que tu connais. Oui, mais en fait, puis cette information-là, elle est publique aussi là, sur le site de la RAMQ que je pourrais vous faire suivre là, par la suite. Mais par exemple, une consultation en cardiologie en milieu hospitalier, on parle de 125 €. Une échographie cardiaque, c'est le remboursement qui est fait, ou si on veut, le tarif qui est versé au cardiologue. On ne parle pas du coût pour l'hôpital. C'est ce que je comprends bien? Oui, non, c'est ça. Hein, le tarif, non, le tarif que paye le patient. C'est-à-dire que ce qu'il paye, et après, ça va chez le cardiologue, ça va à l'hôpital. Combien ça coûte de consulter en cardiologie? Une consultation en cardiologie, donc tu nous as dit 125 euros environ. Oui. Et combien ça coûte d'avoir une échographie cardiaque? Combien ça coûte d'avoir une ablation d'FA? Je comprends. Alors, pour un patient, avoir une ablation de FA, je suis obligée de vous dire que je ne le sais pas parce que si je dois compter le prix des cathéters, l'anesthésiste, les infirmières, l'utilisation du temps de salle et puis le tarif du cardiologue, bien, à ce moment-là, je peux pas j'ai pas le chiffre et puis on n'est pas financé à l'activité. On a une enveloppe budgétaire globale pour l'hôpital et puis je sais que vous, en France, vous êtes financé à l'activité. Alors, il y a un remboursement quand un patient vient pour une ablation de FA, mais le gouvernement, votre entité payante va vous verser un tel montant pour une ablation de FA, pour une angioplastie. Entre 6 000 et 7 000 euros, quoi. C'est à peu près ça. Alors, nous, on devait avoir ce financement-là, mais ça a été retardé pour l'instant. Ça devait entrer en fonction, le financement à l'activité, mais on n'est pas encore à cette étape-là. On a plutôt une enveloppe globale. Donc, c'est difficile pour moi de vous donner un chiffre parce que je ne le connais pas. Ça dépend le coût comme tel pour l'établissement va dépendre du type de cathéter qu'on utilise, du type d'équipement qu'on utilise. Et puis, on n'aura pas un remboursement par patient pour ces interventions-là. Ça va venir, mais on n'en est pas là actuellement. Et puis, je sais que quand on parlait de faire le financement à l'activité, les montants qui devaient être remboursés pour une ablation de fibrillation auriculaire étaient inférieurs au coût
pour l'établissement qu'une ablation allait coûter. Fait que je suis désolée, cette réponse-là, c'est difficile. Il faut aussi comprendre qu'est-ce qui est complexe dans l'estimation du coût pour un patient. Par exemple, un patient qui ne serait pas assuré avec l'assurance maladie, qui voudrait venir chez nous et avoir une ablation de fibrillation auriculaire, eh bien, il faut prendre en compte le temps de salle, le personnel, les cathéters, les consommables qu'on utilise. Ça, c'est une chose, et puis ça, c'est géré par l'hôpital dans le budget de l'hôpital, mais la rémunération médicale, elle, n'entre pas dans cette enveloppe-là. Elle est gérée par la Régie de l'assurance maladie. C'est deux enveloppes qui sont séparées. Alors, ça rend les choses encore plus complexes là, à calculer. Et le patient, il sait quand même combien il va payer une écho ou quand il va payer une ablation des FA ou il le sait pas? Il ne sait pas du tout. Il ne sait pas. Puis en fait, le patient ne paie rien comme tel. Le patient, il paie le système de santé lorsqu'il paie ses impôts annuellement, là, mais il ne sait pas comment coûte son épisode de soins. D'accord. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires comme il y a chez nous, des secteurs 2, tout ça? Non. Il n'y a pas de dépassement. Non, il y a un agent payeur qui est la Régie d'assurance maladie et puis on obtient le remboursement qui est prévu par la Régie d'assurance maladie. On ne peut pas décider de demander davantage. En fait, la facturation de frais médicaux accessoires aux patients, là, c'est très, très, très réglementé et puis on n'a pas le droit de demander un honoraire additionnel à ce qui est prévu par la Régie d'assurance maladie. D'accord. Et pour conclure, donc du coup, la question que te pose finalement Simon Catan, c'est qu'est-ce que tu dirais comme en synthèse, comme grande différence que tu as remarqué, puisque tu as été dans le système français, entre le système français et le système canadien? Qu'est-ce qui te paraît le plus différent? Ce qui me paraît le plus différent, je pense que c'est le... Vous avez un hybride de privé et de public et ça permet un accès qui est à mon avis plus facile au système de soins parce que il y a moins de contingence pour ce qui est de l'offre de soins. Ici, l'offre de soins est très limitée, ce qui fait que l'accès peut être difficile, entrer dans le système peut être difficile, avoir un médecin de famille est excessivement difficile pour plusieurs patients. Une fois qu'on est entré dans le système, ça va, mais pour y accéder, c'est très long. Puis même une fois qu'on y est, on peut attendre très longtemps parce que, par exemple, ça a comme conséquence nos listes d'attente pour avoir une ablation de TSV ou avoir une ablation de FA chez nous. On peut facilement attendre 9 mois à 12 mois. Donc, on a des listes d'attente qui sont très longues à cause que l'offre est limitée. Et puis, la demande excède l'offre, donc ça crée les listes d'attente. Oui, aussi, hein, c'est pareil, mais peut-être moins. Apparemment, 9 mois, c'est beaucoup. Bien que pour les ablations d'FA. Mais par contre, c'est vrai que pour les consultations, les dermatologues, c'est pareil, c'est 9 mois, 1 an en France. Hein, donc, on vous rejoint pour ça. Hein. Bon, en tout cas, oui, ça ne m'étonne pas. Il y a une évolution de la demande et de l'offre qui va dans le sens d'une inadéquation. Plus de demandes et moins d'offres. Et donc, visiblement, personne n'est épargné. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir accordé ces 30 minutes pour cette passionnante interview. Et puis, écoute, je te dis au plaisir de te voir peut-être à ERA, donc du coup. Hein. Certainement, ce sera un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour essayer justement de comprendre notre fonctionnement. Je pense que c'est fascinant de voir comment on fonctionne un peu différemment, mais pour offrir finalement un service qui est similaire à nos patients. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt et à Vienne, j'espère. Voilà. Au revoir. Merci, Jérôme. À bientôt. Bye bye.